Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé pour hier, il y a eu des urgences à gérer pour mon petit toutou. Et comme je vous l'ai dit sur Twitter aujourd'hui, ça risque d'être mon petit bébé qui prend le relais. Malheureusement, hein, voilà, bon, on ne choisit pas ce genre de choses. Donc évidemment, là, si j'ai le téléphone qui sonne, j'arrêterai l'émission en plein cours et vous l'aurez peut-être que plus tard parce que j'aurai pas le temps de la mettre en ligne. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien et que vous pourrez avoir cette émission sans trop de problèmes. On va la commencer sans plus tarder et éviter de perdre du temps. Donc sur le Bitcoin, toujours baissier pour moi, pas de risque pas de risque plus outre mesure. On a une grosse résistance, on est juste en train de la travailler, c'est-à-dire qu'on est en train de former une résistance daily. Comme d'habitude, on applique la stratégie, c'est-à-dire qu'ici on a bien un triangle rouge confirmé par le momentum. Donc on cherche la structure de chandelier qui a causé le retournement. Ici, c'est ce qu'on appelle un harami baissier. Donc là, on a ça qui est une résistance. Donc on est en train de travailler cette résistance. Voilà. Comment je la prends cette résistance? Je prends le harami. Voilà. Le harami, c'est la bougie de hausse invalidée par la bougie de baisse du jour suivant qui parvient à clôturer sous 61%. Et il faut que ce soit un chandelier avec un gros corps et un chandelier avec un gros corps dans le sens inverse. Donc on a bien ici un harami, ce qui veut dire que la résistance se trouve là. Donc tant qu'on est là-dedans, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, c'est plutôt vendeur. Maintenant, tant qu'on n'arrive pas à en sortir et casser un support, il n'y a pas de confirmation de formation de la résistance. Ça peut prendre du temps, voilà. Il faut bien être conscient, regardez les volumes, il ne se passe plus rien, il n'y a pas de volume. Donc encore une fois, quand il n'y a pas de volume sous une résistance, c'est pas vraiment un signal acheteur. Maintenant, vous faites comme vous voulez, je vous l'ai toujours dit, si ça devait casser au nord, il me semble logique quand même qu'il faille placer un niveau d'invalidation. Après, tout dépend les leviers que vous avez mis en jeu dans vos trades. Maintenant, c'est toujours pareil, le money management, c'est une chose personnelle. Et évidemment, le money management, c'est ce qui va définir la taille de votre stop. Moi, il est clair que je reste sur des petits leviers, donc je peux me permettre des stops très larges. Voilà. Maintenant, je pense que si on devait déborder 8007, moi, pour ma part, je commencerai à déclencher des invalidations, probablement partielles, voire peut-être un petit peu plus. Mais il est clair que pour moi, tant qu'on ne dépasse pas les 9000, il y a une tendance baissière qui est en place. Elle n'a aucune espèce de raison de s'inverser. Donc je reste vendeur. C'est pas parce que vos alts sont payés, ont fait un petit rebond, que le Bitcoin doit faire un rebond. Le Bitcoin, il suit son propre price action. Son price action, il est juste bear. Et voilà, on est sous résistance, c'est vendeur. Moi, je vends, je cherche pas à compliquer la tâche outre mesure. Maintenant, on verra si ça doit glisser un petit peu plus haut. Tout ce que je vois pour l'instant, c'est qu'on travaille cette fameuse résistance qui pour l'instant fait son job. Voilà. On travaille celle-là, donc on l'a rejetée, la majeure, là, celle qu'on tirait avant. On est en train de la travailler, la résistance du break. Elle rejette d'entrée de jeu. On va voir maintenant si on arrive à aller un peu plus profondément dedans. Déjà, tant qu'on ne la déborde pas, cette résistance, ça reste une résistance. Et quand les prix sont sous résistance, on ne cherche pas des achats. Voilà. Les achats se font à travers les résistances, pas sous les résistances. Donc vraiment, faites attention avec les positionnements. On doit bien respecter la stratégie, encore une fois. Là, je ne vois rien qui justifie un quelconque achat. On est bien sous résistance, il y a des TP et les prix ne parviennent pas à dépasser cette pattern-là. Donc pour moi, ça reste une prise en main vendeuse. Maintenant, il faut qu'on arrive à reprendre des supports pour réinstaller la tendance baissière. Voilà le constat sur le Bitcoin. Donc ça veut dire quoi? Qu'on range et que du coup on patiente si on est déjà positionné. Si on n'est pas encore positionné, on peut envisager le faire sur les parties hautes du range pour les vendeurs, sur les parties basses du range pour les acheteurs. Et quand le range sera terminé et qu'on en cassera les bornes, on aura enfin une nouvelle projection à faire sur ce marché. Si la sortie se fait à la hausse, on ira chercher les 8605. Et si les 8605 ne font pas résistance, on pourra aller au-delà de la résistance, chercher 8009, etc. Et déclencher les stops des vendeurs. Maintenant, si ça tombe au sud, c'est les stops des acheteurs qu'on va bouffer dans le sens d'une tendance baissière, c'est-à-dire on va péter le plus bas derrière. Je vois pas, si on devait retomber ici, je ne vois pas ce qui pourrait constituer un arrêt avant la zone du précédent triangle. Et cette zone-là n'étant pour moi pas un support, il n'y a rien au momentum qui a indiqué un retournement ici, rien sur sine wave, ça veut dire que si on revient chercher ce truc-là, on va le péter derrière. Donc c'est vraiment, il faut être conscient que la pente est très glissante, que le moindre support cédé déclenchera probablement la réinstallation de la tendance baissière, et que pour le moment on n'arrive pas à péter les résistances non plus. Donc plus on passe de temps, plus c'est bear. Il faut bien être conscient que plus on passe de temps sous une résistance, plus elle a de chances de repousser bien profond derrière.
Donc patience, maintenant tant que la résistance joue son rôle, tout va bien pour un vendeur. Si elle cède, pour un vendeur, il faut évidemment accepter de laisser son stop. C'est pour ça que les positions sont faiblement leveragées pour ma part. Je n'ai pas encore une confiance forte que cette résistance va réussir à jouer son rôle. Donc voilà, moi je paye la résistance parce que je suis vendeur, qu'on est sous résistance et que j'ai des signaux qui me permettent d'anticiper un potentiel retournement. Ça reste du trading anticipatif. Moi je ne mets de levier, je ne m'expose je n'expose mon capital un peu plus conséquent, de façon un peu plus conséquente que lorsque j'ai des validations. Pour l'instant, j'ai rien de tout ça. Donc j'attends avec des faibles leviers pour voir. Dès que j'aurai la cassure d'un support, vous pouvez être certain que je vais rempiler sur le Bitcoin. Pour l'instant, il faut rester très prudent. Voilà, c'est ça le seul message que j'ai à vous dire. Si vous vous surexposez avec des leviers en ce moment, c'est que vous êtes complètement hors contexte de la stratégie. Ça ne peut se faire que lorsqu'on pètera un support. Dernier support en date, je pense qu'on a celui-là qui a déjà été retravaillé, donc il s'agit d'un support faible. Donc si on se place là, on a un petit support très faible qui a déjà été retesté, ce qui veut dire que là, très honnêtement, si on y revient, on se le fait. Voilà. Donc là, l'objectif pour moi, ce sera plutôt d'essayer de vendre ce support si on venait à y retourner sur le Bitcoin. Donc rebasculer ici, pour moi, ce sera un signal vendeur. Il reste une micro petite zone ici qui pourrait éventuellement jouer un rôle de support, mais qui me semble bien faiblarde à jouer ce rôle-là. Donc le seul support qui reste, c'est la zone du breakout ici. C'est-à-dire que là, comme toujours, application bête et méchante de la stratégie, on a un break haussier, ce qui fait que toute la zone de prix qui a précédé l'extraction haussière est une zone support. Donc effectivement, ici, il y a du support acheteur. J'aimerais bien avoir la bonne couleur. Ah oui, pardon, c'est moi qui me suis planté. Voilà, donc ici il y a bien une zone de support acheteur, c'est bien ici que pour ma part en tant que vendeur je vais gérer mon risque, c'est-à-dire qu'ici j'abaisse mon stop, mais comme je pense que ce support ne jouera pas son rôle à part un petit frein, voilà, je pense que sans problème on peut viser le support suivant qui pour moi se trouve toujours dans la zone des 6150, qui est ma target 1, là où j'encaisserai mes bénéfices après avoir longuement patienté. Voilà, très longuement patienté, je vous le rappelle, encore une fois, moi je ne cache rien. Il y a eu une première vente prise ici très agressivement, probablement un petit peu trop, ça c'est clair, mais j'ai préféré la prendre dans le cadre de mon marché. Après un mouvement extrêmement volatile, on aurait très bien pu réattaquer la vente dès là. Et dans ce cas-là, évidemment, après un mouvement comme ça, les sine wave et compagnie ne pourront en aucun cas vous donner de signaux. Voilà. Donc ça s'est légèrement poursuivi derrière, mais on a terminé cette tendance. Tendance, cycle boule de réactivation, fin de tendance. Il n'y a plus de tendance haussière là en fait. C'est-à-dire que pour réinstaller un sentiment haussier, il faut basculer au-dessus du TP. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça qui se met en place. Bien au contraire, j'ai plutôt des signaux vendeurs, avec ici par exemple un double signal qui est en train d'essayer de se valider, qui a du mal, hein, voilà, mais il lui reste 4 minutes à la bougie. Si elle clôture avec le triangle rouge et un bear OK, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut shorter à nouveau. En tout cas, ça redonne un sentiment vendeur. Moi, je vous ai dit, je suis suffisamment exposé, donc je ne vais pas remettre une cartouche ici, mais si on revient chercher le support, j'y vais. Voilà. Pas j'y vais avec des leviers de dingo, hein. Voilà, c'est simplement, je valide mon scénario, donc je peux abaisser mon stop et remettre un tout petit peu de levier dans ce marché. Voilà. Pour le Bitcoin, on en a fini. Je vais regarder rapidos. Aujourd'hui, on va parler gold, on va parler au gaz rapide, on parlera taux américain, on parlera Dow Jones, qui je vois est en train de légèrement se péter la gueule ce matin, donc c'est pas mal. On va parler AUD NZD, ça c'est clair. Je peux supprimer l'AUD et le NZD. Maintenant, on a bien vu le retournement de tendance. Ça s'installe. Comme je vous l'avais dit, AUD NZD, ça part, c'est une fusée. Il y a eu les CPI cette nuit, j'étais en direct devant. J'ai cru que ça allait nous déclencher un retracement. Que dalle. Ce matin, on est encore au plus haut. Donc, c'est juste extrêmement bien orienté, l'AUD NZD. C'est des gains à la pelle qui arrivent là-dedans. On parlera Tesla, Apple. Quoique Apple, je vous ai fait une vidéo hier soir. Donc Apple, on n'en parlera pas ce matin. Voilà, Apple, il y a un risque. Moi, je reste bien vendeur dessus sur ce truc-là. Il n'y a pas d'inquiétude outre mesure pour l'instant. On ne parlera pas VIX. VIX, je pense que c'est pas intéressant. On va le regarder, mais je ne sais pas si on reprend, s'il y a du trading à faire là-dessus. Allez, donc on va partir dans quel ordre? On va faire euro-dollar d'abord, voilà, parce que je pense qu'il faut comprendre le problème euro-dollar pour comprendre le problème indiciel. Voilà. Donc le problème, c'est que là, on a un marché qui tente de breaker au nord, qui n'y arrive pas. Donc le problème là, c'est qu'on n'arrive pas encore à péter les supports. Mais l'euro-dollar, il va falloir réussir à s'attaquer aux supports. On est juste venu chercher une autre résistance. Hein, voilà, on avait 2 résistances à traiter. Celle-là, il nous en reste une petite dernière là, qui est ici, qu'on est déjà venu tester, je pense.
Maintenant, il faut que l'eurodoll se pète la gueule. Voilà, il n'y a pas 50 solutions. Et si l'eurodoll se pète la gueule, ça veut dire que le dollar monte principalement, et ça veut surtout dire que les actions américaines baissent. Donc il nous faut une baisse indicielle, sinon c'est la même mécanique qui va probablement bloquer les indices, bloquer le marché du Forex, c'est-à-dire des Américains qui inondent le marché de dollars, entre guillemets, qui font baisser sa valeur pour une raison que moi je ne comprends pas. Hein, voilà, c'est de la pure manipulation de marché. Je ne sais pas avec quelle réserve de change on peut trouver autant de dollars pour en faire baisser la valeur. Voilà. Ou alors c'est une perception de risque d'énormes risques sur l'économie américaine. C'est tout à fait possible également, hein, mais dans ce cas-là, pourquoi les actions montent? Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Donc il y a un gros problème, je pense, entre le triptyque dollar, taux et actions américaines. Ça ne peut pas continuer en l'état. Donc soit effectivement le dollar explose, les actions se cassent la gueule, soit c'est l'inverse, c'est-à-dire le dollar s'effondre, les actions partent en parabolique, mais alors les taux vont également partir en vraie parabole, ce qui ne sera pas donc très bon signe. On va vraiment voir ce truc-là. Moi, je reste évidemment exposé sur les taux à l'achat, enfin à l'achat des taux, donc à la vente des contrats de taux, on va en parler juste après. Je pense également que le dollar joue simplement avec les nerfs, on accumule le plus longtemps possible pour faire en sorte que Wall Street ne se pète pas trop la gueule. Et dès que ça va tomber, bien évidemment, ça ne va pas faire semblant. Donc je pense qu'il y a une nouvelle baisse de 10 à 12% qui se profile sur les marchés américains sous fond de hausse du dollar, qui mécaniquement fera baisser les valorisations des actifs américains qui sont pour la plupart surpricés. Mais évidemment, on nous joue maintenant, après des mois et des mois de taxes pleines, on nous joue les bons résultats des entreprises, comme s'ils n'étaient déjà pas largement pricés dans les PER à 22 qu'on a sur les actions américaines. Bref, donc encore une fois, c'est un marché qui vous dit tout et n'importe quoi. Moi, je vous invite surtout à ne pas acheter d'actions américaines, au pire à en rester à l'écart, mais acheter ce marché-là me semble très 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 dangereux, parce que c'est un truc qui peut dévisser 10% sans problème, sans entamer la tendance haussière. Hein. Voilà. Donc qu'on soit bien conscient de ce qu'il y a. Il y a un trou d'air de 10% dessous, et vous achetez pour essayer de grappiller du 1 ou 2%. Donc moi, ça me semble complètement hors contexte d'une gestion de risque normale et rationnelle. Donc au mieux, on reste à l'écart, au pire, ou alors on traite ça en intraday. Voilà. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Moi, sur les horizons de temps que je trade, ça ne peut être que vendu, les indices américains, ou pas tradé. On va en parler d'ailleurs immédiatement. Donc voilà, le problème euro-dollar, c'est ça. Si on franchit la résistance, si on arrive à franchir ça, honnêtement, je pense que c'est retour haussier sur les actions américaines. Mais derrière, dans 6 mois, 1 an, on se fait un crack. Voilà. C'est-à-dire qu'on se fera un gros crack à cause de l'effondrement du dollar. Qui mécaniquement, ça fera monter les valorisations des entreprises à court terme, mais derrière, c'est toute l'économie américaine qui va se péter la gueule. Voilà. Donc évidemment, vous aurez bien compris le principe, le dollar s'effondrera, les actions américaines partiront en parabole, mais les taux vont exploser. C'est-à-dire que l'argent, pour emprunter en dollars, on demandera des primes de 4 à 5%. Voilà. Donc imaginez-vous que les taux qui sont aujourd'hui en dessous de 3%, ils pourraient exploser à la hausse. Voilà. Donc moi, de toute façon, je suis sur les taux, donc si je dois me planter sur le dollar à l'achat du dollar, je me ferai stopper sur le dollar. Je ne vendrai pas, j'arrêterai de vendre les actions américaines, mais je les achèterai certainement pas. Par contre, je peux vous dire que je vais me gaver sur les taux si jamais c'est ça qui se produit. Mais je pense pas. Moi, je pense qu'on joue avec les nerfs, encore une fois, qu'on fait un peu les malins, mais que ce qui nous attend au tournant, on sait tous ce que c'est probablement une nouvelle décote du marché américain pour atteindre des supports plus intéressants. Et après, on verra. Si l'économie se porte toujours bien, on peut éventuellement racheter. Si ça commence à se dégrader et que les hard data commencent à passer plutôt négatives, et dans ce cas-là, on poursuivra éventuellement les ventes sous résistance. Mais en attendant, les supports, il ne faudra pas les vendre. Voilà, c'est toujours pareil. Bref, parenthèse refermée. Donc les actions, on y va tout de suite. On va regarder le S&P et le Dow Jones. Donc le S&P, c'est quand même pas pour l'instant un truc ultra vert. On pète même pas un support. Mais attention à la structure, hein, c'est structure Evening Star par excellence. Grosse bougie haussière, stabilisation sur une Bollinger. Là, ce qu'on risque effectivement, c'est le BIM, c'est-à-dire le retournement haussier, baissier. Et là, derrière, ça fait mal. Hein. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre éventuellement à l'invalidation du gros chandelier haussier sans volume qu'on a eu l'autre jour. Je l'ai dit, faites gaffe à ce chandelier, il n'y a pas de volume dessus.
Bon ben voilà, il y avait deux façons de l'annuler. Soit on faisait un reverse hier, soit on stabilisait hier et on fait le reverse aujourd'hui. On fait en gros soit un harami baissier, soit une evening star. Là, on serait peut-être parti pour faire l'evening star. On va voir en tout cas, la clôture ce soir à Wall Street sera extrêmement intéressante. La séance, j'ai envie de dire, sera extrêmement intéressante. On est dans un marché suracheté, sous résistance. On va voir comment se comportent les prix face à ça. Si les prix poursuivent leur hausse, c'est qu'il n'y a pas de vendeurs. Si les vendeurs reprennent la main, ça fait malheureusement un plus haut de plus en plus bas. On verra, les plus bas sont de plus en plus hauts, donc ça amène potentiellement une contraction des prix. On verra ce qui se passera sur le support. Voilà. Si les prix devaient revenir au niveau du support, on verra comment ça se construit, s'il y a support ou si on cède les supports, et dans ce cas-là, c'est moins 10. Voilà. Je pense qu'il faut pas, il n'y a pas de raison de dramatiser, mais si ça échoue, voilà, c'est retour dans le bas de canal et ça fait 10% de baisse, quoi. C'est pas, voilà, moi ça me semble pas dramatique, mais ça me semble normal au contraire. Voilà. Donc on va voir quelles sont les choses qui pourraient permettre de faire ça. On va regarder après parce que c'est les grosses capilles en fait qui permettent de l'éviter entre guillemets sur les marchés. En ce qui concerne le S&P 500, il faut être conscient qu'il y a énormément d'actifs du S&P 500 qui sont sous les moyennes 50 jours, sous les moyennes 200 jours. Donc c'est le S&P 500, en termes de composition, il a déjà pseudo-reversé bearish. Maintenant, c'est juste qu'il est maintenu en lévitation par les grosses capilles. Voilà. Grosses capilles qui ont bien purgé ici, mais qui pour l'instant font tout pour se reprendre. On va les regarder après, mais c'est toujours les mêmes. Voilà. Donc ces grosses capilles, si elles venaient à chuter, et je parle évidemment d'Apple, Apple ça tombe, je peux vous dire que si Apple devait lâcher 10-15%, les indices font moins 15 aussi. Voilà. Donc c'est vraiment... le marché indiciel est porté par quelques grosses valeurs. Et malheureusement, moi je le sens ce marché très fébrile. Donc on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Je pense qu'évidemment, on va passer la plus grande partie de la journée à travailler cette zone-là. Si on doit avoir une extraction baissière, ça se fera ce soir et très probablement, pour être honnête, au probable 1 heure avant la clôture des marchés américains. C'est-à-dire qu'ils vont probablement nous tenir tout en haut pendant toute la session européenne et éventuellement lâcher du lest en fin de session si ça doit être le cas. Enfin, on verra. Moi, je surveille de toute façon quelconque cassure de support qui pourrait survenir sur les marchés américains. On a une petite zone support qui s'est formée ici, il faut la noter quand même, voilà. Donc je pense que de toute façon, si ça doit tomber ici, c'est direct le support, et autant vous dire que ça fait moche, Voilà, ça fait assez loin, donc à voir. Moi pour ma part, je reste bear, avec un sentiment bear sur les actions américaines. Maintenant, il faut être pragmatique. Pour l'instant, la résistance, elle est travaillée, elle rejette, mais elle n'est pas encore débordée, dans le sens où, voilà, il faut vraiment hop. Je pense, on verra. En tout cas, pour moi, c'est le thème du jour. Ce qui me gêne, évidemment, c'est le problème sur la volatilité. C'est-à-dire que, pourquoi ça ? Pourquoi cette volatilité Pourquoi la volatilité s'oriente comme ça ? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends absolument pas le besoin d'être passé sous ce support, du coup, d'avoir donné mon stop, puisque moi, je me suis fait stopper ici. Je ne comprends pas la mécanique qui a fait ça. Donc des vendeurs de volatilité, une action de prix pareille sur la volate, honnêtement, vous n'en voyez pas souvent. Voilà, ça n'arrive même, pour ainsi dire, même pendant les phases de baisse de volate, là. Voilà. Moi, ça me rappelle des phases comme... attendez, je vais même essayer, mais historiquement, vous voyez qu'on n'en a même pas. Enfin, je trouve ça fou. Mais voilà, même à cette époque-là, on avait plus de mouvements de volatilité sur la volatilité. Là, c'était, voilà, même dans les phases de baisse, il y avait quand même des petites respirations. Là, ça fait vraiment intervention et manipulation à tout va. Voilà, un truc comme ça. On veut absolument que le marché se calme, donc on y va à grands coups d'extincteur. Bon, voilà, moi, du coup, je préfère éviter. Ça sent le marché manipulé. Je ne vais pas y aller par 15. Ça pue la manipulation directe de marché. Je ne sais pas qui s'amuse à faire ça, mais c'est un jeu très dangereux. Et la dernière fois, ça s'est très mal fini. Donc on verra bien si c'est à cause de cette bêtise sur le VIX qu'on risque de se retrouver avec encore une fois un moins 10, moins 15 sur les actions américaines et un nouveau gros pic de volate. Donc on va voir. Moi, je préfère rester à l'écart du coup de la volate et je vais du coup shorter les indices. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut choisir un candidat. Moi, je vous avais dit je préfère ne pas shorter les indices mais acheter de la vol. Je me suis fait défoncer sur la volatilité. Je préfère du coup shorter les indices en attendant, vu que ce marché me semble bien malheureusement assez manipulé. Donc je dirais tout doux sur les actions, mais je vais essayer de vendre de l'indiciel, probablement du coup plutôt du S&P 500, qui me semble, bon je sais pas, le dos me semble quand même plus faible. Ici vous voyez que le support on est quand même allé plus loin. Je dirais quand même que le Dow Jones en termes de composition me semble un meilleur vecteur. Voilà, si baisse il doit y avoir.
Mais la structure de prix est quand même beaucoup plus tradable sur le S&P 500. C'est-à-dire que là, bim, si la résistance échoue, c'est bien l'Evening Star, ce sera bien propre. Donc je ne sais pas, voilà. Je ne vous cache pas mon hésitation à ce niveau-là. Je vais taper sur l'un des deux, soit le Dow Jones, soit le S&P 500. J'ai déjà une petite vente Dow Jones, mais le S&P 500, soit je renforce le Dow, soit je prends le S&P en plus. On va voir. Les actions européennes ne m'intéressent pas pour l'instant. Au côté chinois, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Comme d'habitude, on fait tout pour sauver, mais voilà, hein, un triangle comme ça, c'est pas très beau. Théoriquement, un truc comme ça devrait sortir par le nord. Maintenant, moi, je n'ai pas de tout de conviction haussière sur ce truc-là. J'y crois pas, en fait. C'est tellement pas en lien avec ce qui se passe que des fois, je me demande si bon, encore une fois, comme je vous ai dit, il ne faut pas non plus trader ce qu'on voudrait voir et ce qu'on aimerait voir. Trader ce qu'on voit. Là, ce que je vois, c'est un marché qui fait tout pour essayer de s'en sortir. Il fait beaucoup plus de bougies rouges que de bougies bleues, et pourtant, il arrive à se maintenir. Voilà, donc c'est un marché qui, là encore, hein, je pense qu'il y a un gros interventionnisme de la Banque centrale chinoise qui fait tout pour maintenir, hein, parce que la Banque centrale chinoise, elle achète de l'equity, elle achète de l'action chinoise à plus en pouvoir. Donc voilà, la Banque centrale qui achète face à des gros vendeurs, c'est bien, hein, ça permet aux gens de prendre leurs bénéfices, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, en attendant, ça fait qu'il n'y a pas de vrai réel pricing de ce marché, puisque les gens prennent des bénéfices, les prix ne baissent pas. Donc c'est... Autant vous dire, c'est quand même un peu manipulé. Et est-ce que c'est réellement le rôle d'une banque centrale que d'être la contrepartie des investisseurs? Je ne pense pas. Mais bon, on va voir si cette mécanique tient. Pour l'instant, évidemment, tant que le support tient, il n'y a pas de risque outre mesure. Moi, je reste vendeur du Hang Seng. Je préfère être franc. Tant qu'on ne franchit pas cette résistance, c'est pour moi ce support qui est en danger. Et ça risque des bons décrochages de 15 à 20% sur les equities chinoises. Allez, donc le VIX, on a parlé, on a dit les 10 ans US. Hop, voilà, franchissement de résistance, c'est beau, c'est propre. Il n'y a pas de frein outre mesure devant, donc je pense qu'on va pour casser le cycle TP, se diriger vers la zone de target potentiel, donc la zone des 3,10, 3,15, dans laquelle j'encaisserai les bénéfices en intégralité, et ensuite on verra. Mais pour l'instant, c'est ce qui semble être le schéma. On n'a pas retrouvé de cycle haussier, donc là, on se dirige simplement vers la cassure du cycle de TP, donc son report à la hausse, et je dirais voilà, vers 3,10, 3,15, il faudra carrément envisager la sortie de ce trade et pas viser beaucoup plus loin. Pour le gaz, ça échoue à la résistance, hein, ça travaille, mais ça ne veut pas, hein, ils ne veulent pas nous laisser passer. Il y a encore trop de gens qui veulent vendre du gaz, donc on va voir, il faut surveiller. Le problème, c'est que comme on est dans une accumulation en 50 périodes, soit ça décolle, mais violent, soit malheureusement on échoue à franchir cette résistance. Moi, de toute façon, le gaz, si on continue à faire les cons comme ça, le risque, c'est effectivement qu'on aille plus bas derrière. Voilà. Donc je pense pas que cet actif soit vraiment baissier, parce que si on regarde en weekly, hein, hop. Si on se fait une petite analyse en weekly, moi, un truc comme ça, c'est pas baissier, quoi. Voilà. Un truc comme ça, malheureusement, c'est plutôt en directionnel haussier. Mais voilà, le problème, c'est que si on a vraiment échoué ce break, dans ce cas-là, oui, il faudra peut-être éventuellement se dire que ce truc-là est bear et qu'il retournera chercher un support vers les 2,10, ce qui n'est pas inenvisageable. Hein. Voilà, encore une fois, c'est pas inenvisageable. Mais moi, il me semble problématique, si vous voulez, que ce truc-là baisse indéfiniment. Voilà, on verra, mais normalement, on est dans des périodes où ça se raffermit, le prix. Voilà, historiquement, regardez, hop, dès qu'on arrive sur le mois de mai, pouf, les prix remontent. Là, même chose, mois de mars-mai, ça remonte. Donc je me dis, là, théoriquement, on a probablement dippé, et hop, on devrait avoir une nouvelle phase d'appréciation pour retrouver cette zone-là, en fait. Retrouver la zone des 4,10, 4,20, et derrière, par contre, évidemment, on s'arrête. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus un actif haussier, le gaz, mais c'est un actif qui, je pense, manque d'une petite dernière poussée haussière. Vous voyez un peu comme on avait fait là A, B, C. Je pense que là on a fait A, B et qu'on cherche, il nous manque la petite vague C et derrière après ça repartira baissier. Donc je dirais voilà, moi c'est pour ça que je reste à l'achat du gaz. Maintenant, voilà, on a tout ce qu'il faut. On a un momentum avec une oscillation haussière en weekly, même chose en daily.
il faut que ça passe, quoi. Voilà. Maintenant, ça a du mal. Tant qu'on franchit pas les résistances, il n'y aura pas de décollage. Donc, patience sur le gaz, mais je pense qu'il faut rester acheteur. La prochaine expiration, il me semble, c'est le 26. Donc, on verra bien ce qu'il en est au niveau de l'expiration, s'il faut déclencher des profits partiels ou laisser tout ou laisser tout. Voilà. Plus on va se rapprocher de l'expiration, plus évidemment, moi, j'espère que les prix vont se rapprocher de la résistance. Si les prix venaient à se rapprocher du support pour l'échéance, pour ma part, je pense que je commencerai à déclencher des profits pour tout simplement racheter la prochaine échéance. Hein. Voilà. Hop, on passe au gold. Voilà, donc le gold, même chose. Hein, c'est pas en lien. Ça n'annonce pas quelque chose de très haussier sur les actions américaines. Donc là, pareil, hein, je pense qu'on devrait avoir break, bim, report du cycle. On vient chercher probablement un 1400. Et si on va au-dessus de ça, ça veut dire installation d'une tendance haussière. À voir, à voir. Moi, ça me semble quand même très bien orienté ce merdier. Hein. Donc, voilà. C'est de toute façon, pour moi, soit on échoue là, c'est-à-dire on fait juste, hop, le petit break. Alors, regardez, en fait, je vais vous donner mon sentiment. C'est soit on se fait un petit canal comme ça, voilà. Soit on arrive là, en gros, on vient là et pouf, on vient ici, on grind un peu le canal, puis on n'arrive pas à passer au-dessus du canal. Solution numéro 2, on est déjà dans une 3 étendue, on sort du canal et on se fait un truc comme ça. Voilà, bon, allez, moi je dirais, ouais, on dépasse cette zone-là. Et on pourrait se faire un truc comme ça. Voilà, je dirais un 1445 ou un truc comme ça derrière et terminé. On vient chercher le haut de canal en 2 vagues et après fini. Moi je dirais que franchement une target là vers 1440, 1450, ça me semble tout à fait raisonnable pour de gold. On va essayer de voir et d'identifier les résistances qu'on va avoir en cours de route. Alors il y a celle-là, mais celle-là je pense que c'est une résistance à déborder. Donc celle-là, je vais la marquer en level. Voilà, ça, il me semble que c'est un niveau qu'on va déborder. Voilà, c'est pas un niveau qui sera résistant. Donc, à mon avis, voilà, cette résistance, elle a déjà été elle a déjà été travaillée ici. Donc, voilà, celle-là, celle-là, on veut la déborder. Voilà. Je pense que, pour être franc, voilà ce qui nous fait poireauter pour l'instant. Dès qu'on vient là, boum, breakout haussier, breakout de ça probablement dans la foulée, et on va aller chercher une petite résistance au-dessus, une qui n'a pas été visitée. Ici, allez, on va essayer de trouver quelque chose par là. Hop. Alors, ah oui, ok, on n'a pas de volume dispo. Alors, la date, c'était donc le 2013, allez, septembre, allez, fin août 2013. Donc, on va basculer en 2 heures. Et on va aller chercher fin août 2013. Ah, super. Bon. Super, super. Bon, donc là, on n'a pas d'historique. C'est pas grave. On va faire autrement. Donc, on va revenir là. On va basculer en 4 heures. On va voir si on peut avoir. Ok, là, on l'a. Donc, en termes de résistance, ça nous en fait 2. Donc, on en a une là. Hop, ça, c'est résistant. Même chose pour ça. Voilà, je pense que c'est les 2 prix qui vont... Non, celle-là a été retestée. Donc non, ouais, on a bien ça. Voilà, je dirais ça, c'est résistant. Ça, éventuellement, mais alors vraiment éventuellement, mais celle-là me semble quand même avoir été retestée. Donc on verra. On va noter ces 2 trucs-là, ces 2 zones-là, qui me semblent être pas mal du tout. Voilà. Vous voyez que ça correspond avec ce qu'on a plus ou moins dit. Hein. Voilà, c'est-à-dire que je pense que c'est la première ou la deuxième qui devrait jouer son rôle. Donc là, moi, je pense rester à l'achat de gold jusqu'à cette zone-là, 1410. 1410, on prend un premier profit, on remonte le stop en gain, éventuellement pour renforcer ici sur une 4, et derrière, on vise une 5 en débordement de ces trucs-là. C'est-à-dire pour aller chercher la majeure, probablement ici. La grosse raise, et celle-là, je pense qu'on la franchira pas. Là, il y a vraiment beaucoup de volume à exécuter. Hein, donc là... Je pense que ça, c'est point final. Donc 1466. Moi, j'irais même plus bas pour être tranquille. Je dirais voilà, 1461.
pour le gold, point d'arrêt, point final, quoi. Ici, on encaisse et on ne cherche pas à avoir plus compliqué que ça. Il y aura beaucoup de volume vendeur à exécuter. Je pense qu'on va même traiter ça sous forme de zone, c'est-à-dire que là, il me semble quand même plus pratique de dire, dès qu'on rentre là-dedans, le moindre signal vendeur, il faut sortir, quoi. Voilà. Là, il y a une grosse résistance. Je pense que celle-là, malheureusement, on aura du mal à la franchir. Voilà, donc l'objectif sur le gold, c'est donc de rester au sein de ce canal-là, d'aller chercher le haut de ce canal. Vous voyez que tout nous pointe vers cette zone-là. Donc je dirais, voilà, on attend sur le gold, l'extraction haussière. Dès qu'on arrive là, on encaisse. Ça fera quand même des gains pas dégueux. Hein, voilà, ça fait un bon 8% sur le gold. Avec un levier 1,5 dans la tendance, ça ne me paraît pas dégueu. Donc voilà, après... Il ne faut pas non plus y mettre tout son compte sur le gold. Il faut être conscient que s'il n'y a pas de perception du risque, si les shorteurs de vol reviennent sur le marché, ils vont nous fucker le gold également. Hein. Il faut être conscient de ça, quoi. Voilà. Voilà pour ça. La UDNZD, bon, enfin, rocket mode, ça, on ne va pas y aller par 4 chemins. On va se rebasculer en 2 heures, c'est plus visible. Voilà, bon, vous voyez le truc ici, CPI pendant la nuit, le marché sans coin continue, on déborde les résistances. Il n'y a pas de perception vendeuse de ce marché, ça se décorrèle. De toute façon, c'est comme je vous avais dit, on a fait les cons sur le NZD en montant très fort pour rien. Et l'AUD traînait la patte. Maintenant, l'AUD se réveille, le NZD retrace. Donc, vous avez compris le truc, ça fait AUD NZD haussier et il n'y a pas de remise en question du truc. Donc, c'était un peu ce à quoi il fallait s'attendre. C'est pourquoi je vous avais dit aussi qu'il fallait accumuler du volume en bas pendant qu'on avait un travail de prix. Maintenant qu'on se repasse les résistances, on les enquille les unes après les autres. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison outre mesure. Moi j'ai encaissé un petit profit partiel hier par là, juste avant le CPI justement. Bon, voilà, je m'attends à ce que si on continue, on revienne visiter cette zone en tant que support derrière. Donc je rachèterai éventuellement soit dans cette zone-là, la zone sur laquelle j'ai pris des profits partiels, soit un petit pullback éventuellement, je me dis par là, pour être évidemment un truc à éventuellement mettre à profit. Je me dis que cette zone-là, on peut revenir lui dire bonjour en retracement en 2 vagues. Ça peut être, je pense, assez rémunérateur comme type de scénario. En daily, franchement, un truc comme ça, c'est juste bien orienté. Pas vraiment de frein. Je vous ai dit, de toute façon, moi, les premières prises de profit assez conséquentes, hier, j'ai pris 15% de bénéfices. Hein. Ouais, c'est-à-dire vraiment, autant dire, c'est que dalle. Hein. Je pense qu'on... Il n'y a pas vraiment de risque tant qu'on... Enfin, il n'y a pas de risque. Je ne vois pas de frein réel tant qu'on ne dépasse pas ça. Donc, je dirais déborder cette zone-là. Ici, on encaisse des profits. Puis derrière, il y aura probablement peut-être des petits pullbacks. Et encore, ce n'est pas garanti non plus. Voilà. Je dis la UDNZD, il faut en avoir en portefeuille. Ce n'est pas un truc qu'il faut trader au jour le jour. C'est un truc à prendre et à tenir, et avec beaucoup de patience. Voilà. Allez, DXY, on avance. Donc évidemment, hein, comme pour le dollar, comme pour l'eurodoll, ça joue, mais la pattern, c'est quand même un exit validé. Donc là, j'ai quand même envie de vous dire, il y a un gros monstro putain de support ici. Ça a tenté le break, en plus ça échoue. Donc là, vous voyez bien la grosse structure de chandelier. Moi, je dirais du coup, la support, il commence là. Hein. Voilà, il commence là où il y a la mèche de la pattern. Longue zone, voilà. Là, on a bien une belle mèche. La pattern se déclenche ici. Et ici, on a l'excès en plus qui vient déclencher, entre guillemets, du support. Mais pour moi, tout ça, là, c'est une zone de support sur le dollar. Et patience, mais l'extraction se fera probablement à la hausse. Hein. Voilà. C'est-à-dire que là, on vient bien faire les malins. On vient bien trouver un nouveau support sur ce probable bas de canal. Derrière, bim, et on monte derrière d'un coup. Hein. Ça veut dire l'euro-dollar, voilà... Si DXY prend 3%, c'est-à-dire l'eurodoll se fait moins 3, moins 4. Hein. Voilà. Je ne vois pas de frein de toute façon tant qu'on n'a pas fait au moins la target 1. Et je pense que c'est même la target 2 qui sera visée, puisque je pense qu'on fera une extraction haussière de ce canal potentiel. Canal qui d'ailleurs du coup doit être légèrement freiné, puisqu'on a fait un petit plus bas à la con ici. Voilà, donc pour moi c'est ça la structure de prix. On est en train de former un gros support sur le dollar. Tout le monde fait les cons là-dessus, mais ça va mal finir. Et quand ça va partir, évidemment, tout le monde va suivre comme d'hab les mouvements de prix. Tout le monde va courir après le machin. Moi je m'en fous, je suis bien installé dedans. Je pense que tant qu'on ne vient pas à basculer en dessous de ça, il n'y a pas de réelle inquiétude à avoir sur ce marché. On est orienté haussier, mais voilà, encore une fois, le timing, on ne le maîtrise pas.
Et il me semble que pour l'instant, ça fait tout pour merder au niveau du timing, mais que ça finira par déclencher. Il faut juste donc être patient, ne pas se surexposer. Ça reste évidemment une phase spéculative. Les renforts, pour moi, ne viendront que lorsqu'on se rapprochera une nouvelle fois de la résistance, avec quand même 3 creux bien ascendants. Dès qu'on arrive ici, il me semble que cette fois, on peut jouer les breakouts haussiers. Voilà. Mais pour l'instant, ça fait ping-pong, support, résistance, support, résistance. Le sentiment haussier, pour moi, ne viendra évidemment que lorsqu'on débordera ces trucs-là. Donc c'est bien ici que se trouve mon niveau de validation, on est clair. Voilà, dès que ça fait des clôtures au-dessus de ce truc, je pense que là, on traversera la résistance pour aller chercher cette zone précédente qui, pour moi, a peu de probabilité de faire résistance. C'est-à-dire qu'ici, normalement, on va probablement déborder, venir s'installer là. Et ici, je prends mes bénéfices, par contre. Tesla, bon, comment en parler vous voyez la tronche de la séance d'hier sur Tesla, ça annonce du moche aujourd'hui. On va voir, mais c'est typiquement en gros une fin de vague 1, c'est-à-dire ici, boum, vague 1, d'accord. Là, on se prépare pour une 2, on remonte. Allez, aujourd'hui, on peut peut-être essayer de remonter un petit peu, voilà, essayer de tenter de remonter, tester les 302 par exemple. Le risque, de toute façon, c'est qu'on démarre direct une 3. Attendez, je vous dis n'importe quoi en plus. On va basculer en 15 minutes pour voir. Voilà, bon, le ABC est terminé, vous voyez bien. 1, 2, hop, remonter en 2 vagues. On est déjà repassé vert. Je pense qu'aujourd'hui, Tesla, ça va shorter et casser du support. D'accord. Si ça, c'est une vague 1, ça, c'est une vague 2, ça sera une vague 3. La vague 3 casse toujours des supports. Donc, pour moi, là, il me semble que derrière, le dernier support se trouve loin. Donc autant dire que sur Tesla, si on doit casser un support dans cette vague 3, ça peut sans problème être celui-là. Ça. Donc, je dirais au moins retourner vers le plus bas, voire probablement le casser. Voire probablement le casser. Donc là, on a fait celle-là, elle est terminée. Donc on prend notre vague 1 au sommet de la 4. Effectivement, voilà, je dirais que ce qui nous attire, c'est probablement la target 2, donc 233 $. Envisageable sur ce truc-là. Moi, c'est ce qui me semble le plus favorable. Voilà. Je vais mettre une autre extension parce que je pense qu'on va faire 61% de ça à peu près. Donc on va voir. Je vais avoir juste une vue sur ce 61,8. Ok. Ouais. Ça nous amène, 61,8 nous amène sur le plus bas. Bon, on verra. Mais effectivement, je dirais quand même une petite target 1 ici, au cas où ils essaient de nous jouer un double bottom. Parce qu'on est quand même sur un support ici sur Tesla. On va le regarder en plus grand. Ouais, voilà. Il y a quand même une zone support ici. Ça peut essayer de nous jouer le double bottom. Donc je dirais quand même qu'il faut glisser là-dessous. Ce serait vraiment un sentiment de dégradation pour Tesla, qui à terme nous ouvrirait des targets plus intéressantes. Pour l'instant, voilà. Moi je pense qu'il faut jouer un TP1 par là et ensuite on avise. Voilà. Donc un TP1 sur la zone double bottom et ensuite on voit si Tesla pète le support ou non. Voilà. Si on arrive à basculer légèrement dessous, c'est bon signe. Voilà. Si on bascule sous ça, c'est moche pour Tesla, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on va revenir chercher des résistances, les mecs vont sortir. Voilà. Apple, voilà, je vous en ai parlé hier, le risque c'est un diamant. C'est clair, il ne faut pas y aller par 4 chemins. La pattern, c'est un gros exit, c'est tout sauf une pattern acheteuse, et pourtant tout le monde pense que ce truc-là va nous donner, encore une fois, des résultats trimestriels magiques, haussiers, tout ce qu'il y a de plus beau dans le meilleur des mondes. Moi je pense que c'est mal barré ce truc-là, et que on risque de se faire une belle cassure baissière. Le diamant est facile, c'est une structure, le diamant c'est une structure très rare, d'abord. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est la conjonction de 2 états d'esprit très dangereux. C'est-à-dire d'abord, ça ne peut se produire que sur un sommet de marché. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais un diamant en cours de tendance. Voilà. Le diamant, c'est pour fracturer une tendance, ça la démonte. C'est brutal parce que ça retourne la tendance de haussière à baissière. Voilà. Ça passe de haussier à baissier. C'est un peu, comme je l'ai dit, les patterns de crack. C'est-à-dire que le top sera un V-top. Il n'y aura pas d'accumulation sur la zone. L'accumulation, c'est le diamant, et dès qu'on en sort, on passe de tendance haussière à tendance baissière. La zone de range, c'est le diamant. Donc le problème, c'est que le diamant, ce n'est pas une zone de range classique. Voilà. Une zone de range classique, il se passe quoi ? On accumule dans une grosse boîte, comme ça, et puis en général, on tente une petite cassure haussière, et puis derrière, c'est la cassure baissière. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en général, imaginez-vous que quand un marché il reverse, une action surtout, en général, vous avez accumulation du prix. D'accord, c'est-à-dire que vous avez un gros bruit de marché qui fait zigzag, zigzag, zigzag pendant un bon moment. Ok. D'un coup, vous avez une tentative de sortie haussière qui se fait corriger. Hop, on revient dans le range, on fait mumuse. Et puis derrière, évidemment, au bout d'un moment, vous avez la sortie baissière. Et là, vous avez le renversement de la tendance, quoi.
Alors, on arrive haussier dans le range, tentative de sortie haussière et sortie baissière. Le diamant, le problème, c'est que c'est la même structure, sauf que les creux et sommets deviennent plus violents. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, c'est comme ça qu'on fait un diamant. Là, ce qui fait la structure diamant, c'est que vous avez d'un coup, vous avez un marché qui va écarter ces creux. Voilà. C'est-à-dire que le principe du diamant, et ce qui en fait une structure très dangereuse et également très rare, c'est qu'en termes de psychologie, ça montre que la nervosité augmente sur un sommet historique. Enfin, sur un sommet historique, sur une valeur historique. Enfin, en tout cas, sur un sommet potentiel de marché. Là, on est dans des valeurs historiques. Donc voilà. Mais si vous comprenez la psychologie par rapport à un range qui retourne une tendance de façon classique, type de range qu'on vient rechercher, c'est-à-dire quand on fait une petite accumulation, comme on l'a vu tout à l'heure, généralement on casse, puis on vient faire un pullback. Comme ça, tout le monde peut sortir tranquille. Et ensuite, on s'attaque à la tendance. Okay, dans un diamant, le problème, c'est que comme la nervosité catalyse des positionnements plus agressifs, je parle bien de psychologie là, c'est-à-dire comme d'habitude, sous chaque pattern, il y a une psychologie qui déclenche les patterns. Ce qui caractérise le diamant, c'est que du coup, vous avez hausse de la nervosité avant, d'accord, hausse de la volatilité, puis réduction de la volatilité. Ok, hop, hop. Mais vous l'avez aussi sur les creux. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que de l'avoir sur les sommets, c'est un grand classique. De l'avoir sur les creux, la volatilité, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Et en fait, ça montre que l'actif a une très forte faiblesse de soutien acheteur, puisqu'on arrive déjà à péter des supports au sein de la structure d'accumulation. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et c'est ça qui fait que la structure, quand on la casse, il n'y a pas de pullback. Donc le diamant, c'est vraiment, on rentre haussier, on accumule, on fait les cons, il y a de la volatilité, puis on réduit cette volatilité, on accumule. Derrière, il y a sortie baissière, il n'y a pas de pullback. Voilà. Généralement, en tout cas, il n'y a pas de pullback. Donc, il faut faire attention à ce truc-là. C'est-à-dire qu'on est probablement déjà en train de faire les premières accumulations des vagues baissières. Vous voyez, c'est-à-dire que si, en termes héliotistes, si vous voulez, l'approche héliotiste, elle verra ça d'une façon où on est déjà probablement en train de faire la vague 1, la vague 2. On fera probablement une sous-vague 1 ensuite, c'est-à-dire, allez, hop, hop. Et le truc, c'est qu'après, derrière, on sera en vague 3 de vague 3, et la sortie de la structure sera donc immédiatement tendancielle. Est-ce que vous comprenez le principe ? Voilà. C'est dans ce sens-là où je vous dis qu'il ne faudra pas se planter en fait, sur le trading de la sortie d'Apple, parce que si la sortie doit être baissière, cette zone de prix, on n'y reviendra pas. Voilà. Et c'est pour ça que moi je pense que Apple c'est vendeur, mais que évidemment tout le monde ne voit, enfin la plupart des gens ne voient encore rien du tout, parce que c'est le but. Voilà, c'est que pour eux là tout est encore toujours haussier dans le meilleur des mondes. Il faut être conscient que ce qui s'est passé là, c'est pas anodin, et malheureusement c'est pas un signal haussier, puisque ça consiste. C'est surtout le fait, comme je dis, moi j'ai vendu cette zone-là, le fait qu'on soit allé faire un nouveau sommet historique derrière, ça montre qu'il y a un fort appétit acheteur. Mais vous voyez qu'il n'y a aucun volume ici, quoi. C'est-à-dire qu'on est venu franchir le sommet historique, là, il y a écrasement du volume sur cette période-là. Donc il y a bien du volume qui soutient dans les creux, mais à partir du moment où on va commencer à faire des creux et sommets descendants, tout ce volume-là va sortir du marché comme si c'était la peste. Et le problème, c'est que quand vous avez tout le monde qui fait la même chose en même temps, vous avez compris ce que ça fait. Ça fait le bon vieux schéma où les portes se claquent sur les doigts, c'est-à-dire tout le monde veut sortir en même temps, il n'y a plus personne qui achète en face et les prix tombent assez vite. D'accord ? Encore une fois, ça ne sera pas la fin du monde pour Apple, hein, mais simplement il va y avoir une chute assez brutale des prix au niveau des supports ici, puisque tout simplement ça n'intéressera plus personne. Voilà. Ça veut dire que là, si on vient, on cassera immédiatement ce support dans la foulée. Voilà. Donc notre vague 3, elle trouvera probablement son support par là, derrière, en dessous. Voilà. C'est-à-dire ici, on aura une sortie baissière avec enfoncement de ce support et celui-là probablement dans la foulée. Allez, c'était donc la petite parenthèse sur Apple. Il y a un outil gomme, il me semble, non ? Pas un outil pour effacer plus vite. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, donc ce sera le petit contenu éducatif de la journée. Je n'ai pas le téléphone qui sonne, donc c'est tant mieux. On va pouvoir en profiter pour rattraper ce que je ne vous ai pas donné hier. Le reste, évidemment, je dis pourquoi il y a un problème sur les equities américaines. C'est ça le problème, c'est que Google, c'est assez faible aussi. C'est même très très faible comme structure. Là, je vous dis un truc comme ça, c'est double top. Et là, on est déjà sur de la volatilité à 20 périodes. C'est-à-dire que là, c'est bien joli. Ça tente encore une fois de se reprendre un truc pareil. Mais quand vous avez, après une grosse phase de hausse comme ça, un retour brutal de la volatilité et une structure double top, le risque, c'est que là, évidemment, si on tombe, c'est tout le monde. Si vous voulez, le problème, c'est pas vraiment le pricing des actions, même s'il est vraiment surévalué. Le problème, c'est que tout le monde risque de faire la même chose en même temps.
Et que du coup, vous voyez, ça nous ramène. Ça reste un actif haussier, si vous voulez. Mais on pourrait être en phase de consolidation dans cet actif-là, et tout le monde verra le double top, et tout le monde mettra la même target, et du coup, tout le monde allégera les positions en même temps. C'est ça, en fait, qui me semble gênant sur les equities américaines. C'est que si ça lâche du lest, tout le monde va se barrer en même temps. Et le problème, c'est que ça crée un peu des paniques derrière. Et le problème, c'est que quand on a des paniques, ça peut faire boule de neige. Voilà. Si tout le monde panique un peu en même temps et qu'on se dit « Oula, ça baisse super vite, il y a beaucoup trop de volume », du coup, je vais peut-être prendre un peu plus de profit que prévu. Voilà. Donc encore une fois, le but d'un trader, c'est pas de trader ce qui se passe, c'est d'anticiper ce qui a le plus de chances de se passer. Moi, je vois ce gros risque d'aspiration baissière brutale, violente, et malheureusement probablement avec du volume. Donc il faudra surveiller tout ça. Dans la construction de prix, ici, on a des gaps à venir refermer. Donc vous voyez, toutes ces zones de prix, il n'y a aucun souci, on peut venir là sans problème. Ça n'entache pas la tendance de long terme haussière des actions américaines, mais c'est simplement, voilà, on a construit les prix comme des teubés, tax pleine, pas tax pleine, conneries dans ce genre. Voilà, il me semble normal que tout ça, on corrige. Voilà, c'est trop, c'est too much. On a payé du tax pleine, on a payé n'importe quoi, mais on est en fin de cycle économique. Il est logique de retourner, en tout cas commencer à se projeter vers des replis. Donc, voilà, on n'est pas encore en récession, mais le marché doit commencer à le voir. Donc commencer à se reprojeter vers des supports plus que des franchissements de résistance permanents comme on aimerait nous faire croire. Voilà. Nvidia, voilà, pareil, ça aussi, c'est un truc, c'est moche. C'est très, 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 très moche. On est toujours sous le niveau de break, on est toujours sous des résistances. Ce truc-là, c'est même chose. Voilà, un petit canal ascendant. C'est un peu comme la structure double top, mais légèrement orientée. Truc comme ça, hop, on vient ici, tout le monde verra le débordement. Ça nous amène une target à 164. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, allez, bim, 29% de baisse sur une grosse capi américaine. Google, nous dit donc du coup même chose. Google, si on est là et qu'on doit tomber, boum, moins 24. Nvidia, moins 20. Facebook, bon, n'en parlons pas. Facebook, là, c'est une grosse vague 4. Il va y avoir une vague 5. Donc moi, je dirais qu'il y a ce support à venir tester sur Facebook. Celui-là, on l'a vu, ça fait support sur la 3. Donc la 5 va le péter. On ira probablement chercher cette zone support-là. Donc je pense que Facebook, d'ailleurs, ça peut ne pas être dégueu de se prendre une petite vente là-dessus. Support, voilà. Donc pourquoi pas un truc comme ça, jouer l'enfoncement de ce support-là pour aller chercher le support suivant sur Facebook, au sein d'une vague 5. On va regarder la structure, mais on voit bien ici A, B, C. On va regarder, mais elle est probablement terminée, cette structure. On va aller voir en horaire. Alors la structure est assez complexe. On a eu double top, plus extraction haussière. Mais ça ferait théoriquement quand même un truc comme ça. D'accord, vague A, B et C. On va regarder si on est bien sur des targets. On est bien sur des targets de vague C. On est toujours sous les résistances, toujours sous les niveaux de break. Ouais, en fait, je pense que Facebook, ça peut se vendre. Là, honnêtement, ça me paraît même pas débile du tout. Il y a bien un double signal vendeur ici qui permet de gérer son risque. Ouais, écoutez, je vous le dis. En fait, je ne pensais pas faire ça, mais je vais faire une petite vente Facebook aussi. Donc Facebook à la vente. Du coup, je vais peut-être pas vendre les indices, ok. Je vais peut-être pas rempiler sur les indices. Je garderai ma petite vente Dow Jones, mais je vais rajouter Facebook en portefeuille. Du coup, je vais renforcer sur des actions spécifiques plutôt que de renforcer de l'indiciel. Maintenant, vous avez compris, Facebook, c'est bien pondéré dans le Dow Jones. Google, je vais rester à l'écart, mais bon, voilà, Tesla, je vends, c'est dans le dos. Apple, c'est dans le dos. Donc voilà, tous ces trucs-là, en fait, je vais vendre le dos malgré lui, quoi. Donc je pense que je vais rajouter Facebook aujourd'hui en portefeuille avec un stop du coup au-dessus du niveau de break. Donc je dirais combien ça fait en gestion de risque. Il faudrait voir à combien on va rouvrir. Ouais, ça fait cher quand même. Donc ça fait 4% de stop sur la toute première résistance, en sachant que... Alors, moi, je vois deux options. Effectivement, normalement, on a le cycle bear ici, la limite là, donc mettre un stop au-dessus de ça, normalement, c'est bon. Donc, je dirais effectivement ici, peut-être jouer un levier 0,5 avec 2% de risque, ça fait quand même beaucoup pour une vague 5. Donc, attendez, je vais voir à combien on est en aftermarket. Quand je regarde l'after hours, j'ai deux trucs qui me sautent aux yeux. J'ai un prix à 168,66 qui a été fait
168,66 qui a été fait. Ouais, ok, pour revenir combler le gap. Ok, donc la zone de gap ici a déjà été comblée. Et là, on est actuellement à 166,60. Donc on est plutôt. Enfin, ça a clôturé en fin de soirée à 168,60 sur l'after hour. Hein. Donc on est plutôt sur des prix qui restent stables. Remarque, je suis con, hein, je peux le mettre là en fait, les after hours. Donc ok, je vois rien de tout ça. Ah si, voilà, on voit bien le 160. Non. Ouais, c'est spécial. Ok, bon, bref, en tout cas, moi ça m'intéresse. Donc je pense qu'un petit positionnement éventuellement par là. Et pas dégueu. On voit bien la structure, vague 1, vague 3, on termine la 5. Il faut quand même laisser un stop un peu au-dessus. Ça peut aller tergiverser, faire les cons. Parce que je vais voir, mais on a quand même une petite résistance qui semble être dispo par là. On va aller faire en 15 minutes pour voir si on a... Voilà, on a une résistance là. Je pense que c'est là qu'on peut gérer le risque. Voilà. Ici, il y a bien une belle résistance double bear. Donc je pense qu'effectivement, au-dessus de ça, on peut gérer son risque. Donc ça ferait un stop à 174. Voilà, un stop là à 173,65 avec cette résistance-là en protection. Et ça, voilà, celle-là, on est venu la tester, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, normalement, c'est invalidation si on vient chercher cette résistance, qu'on la déborde. Donc ça fait 173,80 en stop, un stop de grosso merdo 4,5%. Donc moi, je mettrais un levier 0,3 là-dessus, un levier divisé par 3, donc, et ça ferait grosso merdo, allez, 1,3% de perte en cas d'invalidation. 1,3% de perte en invalidation pour un gain potentiel derrière de... là, on va se projeter. On va être obligé de mettre des extensions. Hop, si on prend la vague 3, ici, on va mettre le 61. Je vous expliquerai pourquoi je mets ce 61 derrière. Hein. Je vais le faire. Bon, vu que j'ai le temps que ça ne sonne pas, on va faire de la pédagogie ce matin au final. Vu que j'ai le temps. Non, qu'est-ce que... Voilà, hop. Donc, toujours notre structure hein, en Elliott. Je vous rappelle, je respecte toujours les mêmes règles. Là, on fait de l'Elliott parce que j'ai besoin de me projeter. Hein, donc voilà, en Elliott. Là, on a bien une 3 bien étendue. Ah, quoique non, elle n'est pas étendue la 3 en plus. Oh, mais ça pourrait être sympa ça sur Facebook si on a une vague 3 non étendue. Alors faire attention dans ce cas-là à ce que ce ne soit pas juste une conso. C'est-à-dire dans ce cas-là, si effectivement Facebook c'est terminé et qu'on a fait A, B, C, il faut faire gaffe. Là, en attendant, moi je vois qu'on n'a pas spécialement réussi. Ouais, si quand même. Si, la 3. Voilà, donc c'est bon. La 3 est étendue. Alors elle n'est pas énormément étendue, mais elle a quand même réussi à glisser sous le canal. Donc, ok. Donc on est bien dans un schéma où là, on va répéter ça, c'est-à-dire on va retracer le canal de 1 à 2 sous la 3. Voilà. Donc normalement, notre objectif, c'est d'aller chercher une 5 dans le bas du canal. Vous voyez qu'on a identifié notre support. C'est très probablement lui qui va être visé. On va essayer de voir si les extensions nous amènent également sur ce pricing. Donc on aurait extension. Alors je les ai déjà mises. Voilà. Voilà. Bon, ben, ça nous y amène pile poil. Hein. Donc je dirais effectivement un 100% de la vague 1, ici en report, une vague 5, et bim, terminé. On vient chercher ce support et on n'en parle plus. Mais sur Facebook, ça fait quand même une nouvelle décote, 15%. Donc encore une fois, donc 15% avec un levier divisé par 3, ça fait que 5% de gain. Ouais, bon, ça fait quand même un bon ratio. On va dire pour 1 pour 3, vous gagnez 5. Pour 1,3 de risque, il y a 5 potentiels à la clé. Bon, ça me paraît pas, c'est pas le meilleur de ce que je peux faire, hein, voilà, mais ça me paraît pas dégueu quand même, voilà, ça fait un ratio, on va dire, d'1 pour 3,5, c'est pas, voilà, ça me paraît jouable, voilà, ça me paraît jouable et judicieux. Par contre là, toute la structure de prix a été terminée, hein, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de gap à combler, donc je pense que c'est mature là pour aller dégommer hein, ce truc-là, donc faites attention, il me semble que là, comme on a comblé le gap et tout, c'est prêt à aller au sud dès le début aujourd'hui sur Facebook. Hein. Voilà.
toute façon, on l'a vu, le Dow, le S&P, tout est prêt à shorter, donc on risque de ranger un peu, et si ça short, point barre, on y va et on se fait pas trop chier. Nvidia, bon bah no comment, ça aussi, c'est juste bien bear, on en a parlé, donc voilà, hein, moi je reste vendeur de ce truc-là, dès que ça redécroche, renfort. Netflix, bon, ça faut pas vendre, sommet historique. Amazon, pareil, ça je vends pas. Ça fait partie des gros gainers, hein, c'est-à-dire que eux, faut pas s'y attaquer par contre. Hein. Là, vous voyez, il y a pas de. Encore une fois, pour vendre, il suffit pas de dire j'ai envie de vendre. Il faut un cadre technique. Là, il y a rien qui permette de vendre sur ce truc-là. C'est juste haussier et là, il y a eu un signal de vente. Mais est-ce que vous avez une structure qui vous invite à penser que ça vend réellement? Alors, il faut qu'on refasse un sommet plus bas. Et voilà. Là, j'ai pas de structure de prix vendeuse. J'ai juste des creux et sommets ascendants. Et à chaque fois que ça vend, vous voyez, hop, ici, on fait des divergences cachées. C'est-à-dire à chaque fois, on n'arrive pas à glisser sous les supports précédents alors qu'on y épuise tout le momentum baissier. Bon, voilà, le risque, c'est un truc comme ça continue de faire des sommets historiques. Et puis, voilà. Si on trouve une résistance là sur Amazon, pourquoi pas éventuellement, mais moi, encore une fois, je préfère pas me placer vendeur d'Amazon. Netflix, même chose. Donc, encore une fois, si les traders agressifs veulent pas vendre ces trucs-là, c'est ça qui fait monter les prix. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à se mettre en face d'un truc pareil. À Boeing, par contre, ça, oui, on va se mettre en face. Enfin, moi, je vais me mettre en face, et pas qu'un peu. Donc, vous voyez, Boeing, on est bien pour moi dans ce truc-là, où on a constitué donc, le range. Et là aussi, vous voyez qu'on a un range volatile. Donc là aussi, je pense qu'on est en train de piter un diamant. Donc, vous pouvez vous le dire tout de suite. Hein, vous voyez, hop, voilà, Boeing, probable qu'on soit en train de se péter un diamant. Vous voyez, les creux et sommets descendants, là. Vous voyez, on fait tac, on pète le creux, mais derrière, on va péter le sommet, puis on pète le creux. Quand vous avez ça, vous savez qu'on est en train de faire un diamant. Voilà. Donc là, diamant potentiel en formation, hop. Donc, encore une fois, le genre de structure qu'il ne faut pas voir parce que c'est pas très beau. Voilà. Parce que ça, évidemment, c'est très moche quand vous avez ça sur des sommets après une action qui est montée comme As, là. Voilà. Si vous avez diamant, ça veut dire que derrière, ça va se retourner, comme on l'a vu, en V-bottom. Donc là, le principe, c'est que c'est très anticipé pour l'instant en termes de structuration du prix. Le principe, là, c'est qu'il faudrait qu'on trouve donc une oscillation descendante, d'accord, une pente baissière, pour terminer la construction du diamant. C'est-à-dire que là, il faut qu'on trouve probablement voilà, une oblique comme ça. Généralement, en plus, il y a symétrie, c'est-à-dire qu'il y a un effet parallèle. Okay, comprenez le principe, c'est-à-dire qu'en fait le diamant, en termes de structure graphique, vous avez un peu ce truc-là, c'est-à-dire que voilà, la zone support est généralement plus ou moins parallèle à la zone résistante, et évidemment même chose de l'autre côté, d'accord, c'est-à-dire qu'ici on a bien constitué ces deux supports là et là, la zone résistante a de fortes chances de se trouver par là, comme on l'a vu, d'accord, donc là ça fait bien effectivement une potentielle zone résistante là. Donc voilà, à surveiller sur ce truc-là. Moi, il me semble qu'effectivement, un Boeing qui serait apprécié bien peut venir là, mais il ne faut pas... Voilà, invalidation s'il y a sommet historique de ce truc-là. Évidemment, Boeing, ça ne se vend pas là. Hein. Voilà, donc ça veut dire on laisse Boeing se réapprécier. On essaie de chercher au maximum ici, mais s'il y a un échec avant, c'est pas grave. Hein. La pente ici peut être plus pentue, c'est pas un problème du tout. Voilà. Mais là, il nous manque un point de contact ici. Donc je vais vous schématiser le truc encore une fois. Hop, hop. Donc pour moi, il nous manque un point de contact là. Je vais le mettre comme ça, hein, voilà. Donc il nous manque un point de contact à faire, puis un autre point de contact en bas. Ok. Ensuite, on revient et on brise. Voilà. Donc là, la structure, si vous voulez la trader, c'est comme ça. Voilà, il faut au minimum 2 points de contact pour pouvoir construire la trendline. Il en faudra au minimum un ici en plus pour pouvoir construire une trendline baissière. Voilà, l'objectif, c'est qu'après, vous tradez la sortie baissière avec un stop au-dessus du dernier point haut. Et ça fait un très bon risque ratio rendement. Et généralement, je vous dis, c'est bim. Voilà, ça fait sortie et on revient sur le support précédent, c'est-à-dire voilà, un report d'amplitude. Et ça nous fait un 249 sur Boeing. Imaginez-vous que si Boeing valide la structure, Boeing, pareil, ça se prendra une cartouche de 28% derrière. Donc bon, c'est pas mature du tout comme structure encore sur Boeing, mais quand vous voyez cette structure-là avec des nouveaux sommets historiques, mais que les supports sont quand même cassés, vous savez que... Enfin, vous savez pas, mais en tout cas, il faut surveiller la formation potentielle d'un diamant. Voilà. C'est les éléments précurseurs que vous devez surveiller dans un marché pour vous dire, oula, là, il y a quelque chose qui ne va pas, on est probablement en train de former une structure de retournement, du coup. Parce que cette structure... Évidemment, quand on la voit, personne ne la voit vraiment. Tout le monde se dit c'est une accumulation avant une nouvelle hausse, sauf que non.
sauf que c'est une structure qui généralement retourne la tendance et elle le retourne direct. C'est haussier, baissier. Voilà. General Electric, voilà, de toute façon, moi, le TP a été encaissé hier. Je crois que j'ai été déclenché. Ah non, pas encore du coup. 14-11. Donc on va voir si le TP est pris aujourd'hui sur General Electric. Ça me semble quand même probable. De toute façon, moi, je suis en stop win dessus. Donc là, si ça devait retomber, tant pis, c'est stoppé, en gain, mais ce sera stoppé. Voilà. Là, je veux les prises de profit maintenant sur General Electric. Je veux qu'on sorte du canal. Voilà. Si le canal relance une nouvelle fois, bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça dans ce cas-là. Ok. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain, éventuellement. Je serai évidemment donc peu présent dans le Discord parce que je risque d'être interrompu pour mon petit Pichou. Donc on risque de se retrouver demain. Bye bye.